Le saviez-vous, il existe à Ajaccio une autre célébrité que celle-là. À peine plus grosse qu'une cerise, elle vit cachée à l'abri des regards depuis 2 millions d'années. Cette discrète star ajaxienne, c'est l'escargot de Corse, Tyrrhenaria serratina ou Helix de Corse. Il vit la plupart du temps enfoui sous quelques centimètres de sable, ne sortant que la nuit et sous la pluie. En 1919, les derniers scientifiques à l'avoir vu le signalaient rive gauche de l'embouchure de la Gravone. Sauf qu'entre-temps, la Gravone a été détournée. Tout le monde le cherchait là, alors qu'il était là. Finalement, il faut attendre 1990 pour que Bernard Recorbet et Philippe Boucher retrouvent enfin la trace de l'Helix de Corse. Cet escargot endémique fait partie du peuplement ancien de la Corse. Aujourd'hui, il vit exclusivement à Ajaccio et plus précisément à l'arrière de la plage du Ricanto. Cela signifie que de toute la surface du globe, l'escargot de Corse n'occupe plus aujourd'hui que 2 hectares ici au Ricanto sur des espaces protégés par le Conservatoire du Littoral et gérés par la collectivité de Corse. En voie d'extinction, un plan national d'action est mis en œuvre pour tenter de sauver l'Helix de Corse. Le CPIE d'Ajaccio s'est mobilisé pour contribuer à cette lourde tâche. Avec le soutien de l'Office français de la biodiversité et le solide tutorat scientifique du malacologue Xavier Cuchera, du professeur de génétique évolutive Annie Guillet et du chargé de mission au Conservatoire du Littoral Michel Delogère, les techniciens de l'environnement du CPIE d'Ajaccio travaillent à la connaissance et à la protection de l'Helix de Corse en essayant de créer un élevage en milieu naturel. Et donc nous voilà dans notre bac à sable, mais c'est un mésocosme. Un mésocosme, donc c'est un milieu moyen. Donc c'est le milieu dans lequel on va pouvoir élever les animaux sans avoir les risques sanitaires qu'on aurait pu avoir si on avait choisi d'élever les escargots dans des aquariums, dans des vivariums. Ici, on a donc 50 escargots adultes. Depuis, on en avait 20 au printemps dernier et 50 depuis cet automne. Et l'idée, c'est qu'ils nous fassent des petits. Nos escargots, ils sont nocturnes, fouisseurs, c'est pour ça que les Ajacciens ne les ont jamais vus. Et ils ne sont actifs que au printemps et à l'automne, quand les températures sont douces. Sauf que la pluie n'est pas toujours au rendez-vous. Donc nous, on s'est dit, si on arrose quand il ne pleut pas, les escargots seront en mode actif, se reproduiront et nous aurons des juvéniles. C'est ce qu'on a fait au printemps dernier avec 20 escargots qui venaient du bout de la plage là-bas de Tahiti. Et ça a marché. Mais la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'en arrosant, on a créé un milieu qui était constamment humide, favorable aux escargots, mais qui a attiré les fourmis. Donc c'est des fourmis invasives et très agressives. On a une espèce invasive face à une espèce en déclin. Elle pourra aussi contribuer à son extinction peut-être. Enfin, c'est la question qu'on se pose. Donc là on peut voir un adulte qui se fait attaquer par les fourmis. Hier en fait celui-ci, l'adulte, je l'ai marqué en vert parce que je le voyais déjà à côté des fourmis. Mais tu n'as pas vu l'attaque? Non. Alors pour là c'est clair. Voilà. Mais si ça reste comme ça, c'est-à-dire de l'humidité mais pas de grosses pluies, c'est les fourmis qui auront le dessus. C'est notre élevage qui a révélé ce phénomène de prédation par la fourmi. Auparavant, malgré tout le temps passé sur le terrain, personne ne l'avait jamais signalé dans le milieu naturel. Alors nous l'étudions, nous essayons de quantifier le phénomène qu'on a observé. Ça intéresse beaucoup les scientifiques de modéliser des grands enjeux de la conservation des espèces à l'appui d'un escargot qui est comme ça à notre porte dans un terrain extrêmement restreint et finalement très facile d'accès, même si compter les escargots la nuit sous la pluie, c'est toujours dans l'écologie un peu engagée. Le piquet à côté du piquet repéré, un au milieu de la corde, un à l'extrémité et on tourne. C'est le derviche comptage.
Donc l'idée, c'est de faire des élevages comme ça, assez low-tech, pour pouvoir coloniser toute la lande qui est derrière. On met des reproducteurs, on arrose, il y a des juvéniles, on enlève le cadre et on crée des poches de population qui pourraient reconquérir cette station réhabilitée il y a 20 ans. Et souvent, le grand public a du mal à prendre conscience que ces phénomènes-là se passent à notre porte sur les espèces les plus banales. Tu n'as plus de passereaux, tu n'as plus d'hirondelles, on n'a plus d'insectes sur les pare-brises. Enfin, il y a quand même un effondrement, une déplétion de la biodiversité qui est préoccupante. Et là, on le touche du doigt avec cet escargot. Et c'est vrai qu'un escargot, c'est pas très charismatique, mais quand on raconte tout ce qu'on sait sur sa vie, on lui donne une matérialité, une personnalité à laquelle les gens sont sensibles, et pas que les enfants. La pédagogie, elle est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a essayé d'associer sur le terrain, dans l'expérimentation, plusieurs publics, le grand public usager de la plage, les scolaires, beaucoup, et souvent dans l'action. Ils ont contribué à mettre en place les bacs d'élevage, on les a associés au comptage, quand on a pu, du succès de ces reproductions. On est venu observer les escargots et déplacer les enclos. Alors regardez, il a un petit numéro jaune. Et les 5. Et tu vois la coquille? Alors celui-là, c'est un bébé du printemps dernier. La transition écologique, elle passe beaucoup aussi par cette mobilisation collective sur un bien commun. Et là, on n'en parle pas, mais on le vit. C'est-à-dire qu'elle récupère la bave des escargots. Si on devait mettre ces escargots sur une plage, on aimerait bien les confier à quelqu'un. Et les étudiants du lycée agricole, ce serait intéressant pour leur formation et pour qu'ils vivent aussi un projet concret. Donc après, par rapport aux aléas météo... Et enfin, il y a ce jeu de table qui doit concentrer sous une forme joyeuse et drôle, d'une part, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait de la science, sur la biologie de l'escargot, et que l'on essaye aussi de mener comme un jeu collaboratif. 20 ans après sa restauration, le parking ne semble toujours pas colonisé par l'escargot. Retire tous les escargots de 45 à 57. Donc, allez, Ça reflète quand même la réalité. Et ce qu'on aimerait faire comprendre, c'est donc comment les facteurs écologiques déterminent la répartition des escargots et combien aussi il y a d'aléas qui feraient que cette population peut être aussi très plastique, se développer, se restreindre. Alors la partie scientifique, elle a été riche en termes d'enseignement. C'est la partie conservation qui a peu progressé. Ce qui est difficile quand on parle comme ça, c'est de se dire mais alors à quoi bon? À quoi bon? Et ce que j'espère avec ce projet, nous on a vécu quelque chose au plan humain, très joyeux, très intéressant. Et Annie Guillet a une expression que j'ai retenue, elle parle de dette d'extinction, c'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est la fin de quelque chose qui est déjà écrit. Mais peut-être que nous n'en avons pas dit notre dernier mot, c'est-à-dire que une fois présentés avec humilité nos résultats, on va encore élargir le groupe, réfléchir ensemble et peut-être retrouver encore des pistes qui nous permettront de reprendre cet élevage avec des gens plus compétents que nous pour les élever peut-être en vivarium, que nous serons là pour la période intermédiaire de réimplantation dans la nature ou des choses comme ça. Et c'est aussi une leçon que de montrer que
Restaurer, c'est pas facile. Il vaut mieux ne pas détruire.